Chaque année dans le monde, il existe un métal si rare qu'on le trouve plus souvent dans les météorites que dans la croûte terrestre. Pourquoi cet élément, dont presque personne n'a entendu parler, coûte-t-il plus cher que l'or et détermine-t-il l'avenir de l'écologie, de l'aviation et des hautes technologies? Comment se fait-il que sans quelques grammes d'iridium ou de rhodium, les catalyseurs modernes cesseraient tout simplement de fonctionner et le verre ultra pur deviendrait impossible? Ces métaux ne s'extraient pas, on les capte littéralement dans les déchets d'autres minerais, au risque de tout perdre. Aujourd'hui, vous découvrirez le parcours des éléments les plus rares de la planète, du cosmos au four industriel. Et si vous suivez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi l'impact d'un astéroïde, il y a des millions d'années, influence encore notre civilisation. L'iridium et le rhodium appartiennent au groupe des métaux du platine et sont considérés comme parmi les éléments les plus rares et les plus précieux de la planète. Leur histoire est étroitement liée au développement de la chimie et de la métallurgie du début du 19e siècle, lorsque les scientifiques commencèrent à étudier de manière systématique les impuretés présentes dans les minerais de platine. L'iridium fut découvert en 1803 par le chimiste anglais Smithson Tennant lors de l'analyse d'un résidu insoluble qui subsistait après dissolution du platine dans l'eau régale. Le métal tient son nom du mot latin « iris », arc-en-ciel, en raison des sels multicolores qui se formaient au cours des réactions. Le rhodium fut découvert presque simultanément par William Wollaston, qui remarqua la teinte rose caractéristique de ses composés. C'est du mot grec « rhodon », qui signifie « rose », que provient le nom de ce métal. La valeur exceptionnelle de l'iridium et du rhodium s'explique non seulement par leur rareté, mais aussi par une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques. Dans la croûte terrestre, leur teneur se mesure en fractions de microgrammes par tonne de roche, et l'extraction industrielle n'est possible qu'en tant que sous-produit du traitement des minerais de platine ou de nickel. Cela signifie que les volumes de production sont strictement limités par la géologie et non par la demande du marché. Toute augmentation de la consommation est pratiquement impossible à compenser rapidement par un accroissement de l'extraction, ce qui rend ces métaux extraordinairement coûteux. L'iridium est reconnu comme l'un des métaux les plus résistants à la corrosion dans la nature. Il ne réagit pratiquement pas avec les acides, les bases et les sels fondus, même à des températures élevées. Son point de fusion dépasse 2400 degrés Celsius et sa résistance mécanique persiste là où la plupart des autres métaux auraient depuis longtemps perdu leurs propriétés. C'est précisément pour cette raison que l'iridium est utilisé dans des environnements où les matériaux subissent simultanément l'action de produits chimiques agressifs et d'une chaleur extrême. Le rhodium possède un point de fusion légèrement inférieur, mais se distingue par une stabilité de surface exceptionnelle et un pouvoir réfléchissant élevé. Il ne s'oxyde pratiquement pas à l'air, même lors d'un chauffage prolongé, ce qui en fait un matériau idéal pour les revêtements et les contacts. L'iridium et le rhodium jouent un rôle clé dans les catalyseurs modernes. Ce sont précisément ces métaux qui permettent d'accélérer les réactions chimiques tout en restant stables pendant des milliers d'heures de fonctionnement. Le rhodium est un composant indispensable des catalyseurs automobiles de nouvelle génération, où il assure la réduction des oxydes d'azote en azote moléculaire. Sans le rhodium, les systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement seraient nettement moins performants, et le respect des normes environnementales strictes deviendrait pratiquement impossible. L'iridium, quant à lui, est largement utilisé dans les catalyseurs électrochimiques, notamment dans les installations d'électrolyse de l'eau, où il garantit une efficacité élevée et une longévité remarquable des anodes, même dans un environnement fortement oxydant. Une application particulière de ces métaux, moins connue du grand public mais d'une importance capitale, concerne l'industrie verrière.
Dans la production de verres spéciaux, notamment optiques, de laboratoire et pour écran, on utilise des fours fonctionnant à des températures supérieures à 1500 degrés. Dans de telles conditions, la plupart des métaux se déforment ou réagissent avec le verre, le contaminant. Les alliages d'iridium et de rhodium servent à fabriquer des creusets, des électrodes et des éléments structurels de four, car ils résistent à un chauffage prolongé sans corrosion et n'interagissent pas avec le verre. C'est précisément grâce à ces métaux que devient possible la production de verre ultra pur aux propriétés parfaitement contrôlées. Le prix de l'iridium et du rhodium dépasse souvent la valeur de l'or et même du platine, et ce n'est pas un phénomène spéculatif, mais la conséquence directe de la combinaison d'une offre limitée et d'une importance technologique critique. Ils ne sont pas de simples métaux d'investissement, ni des symboles de luxe. Ce sont des matériaux sans lesquels l'industrie moderne, les technologies écologiques, la chimie et la production à haute température auraient un visage radicalement différent. L'iridium et le rhodium demeurent le socle invisible mais fondamental de nombreux procédés qui façonnent le monde technologique du XXIe siècle. L'iridium n'apparaît pas comme la plupart des métaux usuels, et c'est précisément ce qui le rend si rare et précieux. Son origine ne commence pas dans les mines industrielles, mais bien plus profondément, au niveau même de la formation de la Terre. L'iridium fait partie des éléments dits sidérophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment le fer. Lors de la formation de notre planète, la majeure partie de l'iridium a migré vers le noyau terrestre en compagnie du fer. De ce fait, il n'en subsiste que des traces infimes dans la croûte terrestre, à des concentrations qui se mesurent en fractions de microgrammes par tonne de roche. La fraction d'iridium accessible à l'homme a une double origine. D'abord, ce sont des restes de matière primordiale qui n'a pas eu le temps de descendre vers le noyau et s'est conservé dans certaines zones du manteau et de la croûte. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'iridium est arrivé à la surface de la Terre avec les météorites. Les corps cosmiques, notamment les météorites ferreuses, contiennent des concentrations d'iridium bien plus élevées que les roches terrestres. C'est précisément ce qui explique la fameuse anomalie d'iridium dans les couches géologiques liées à la chute d'un grand astéroïde à la fin du Crétacé. Sur le plan industriel, l'iridium n'est presque jamais extrait comme métal principal. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement des minerais de platine et de nickel. Les sources d'iridium les plus importantes se concentrent dans les régions où se trouvent de grands gisements de métaux du groupe du platine. Tout d'abord, l'Afrique du Sud, où les gisements du complexe du Bushveld assurent l'essentiel de la production mondiale. Des volumes importants proviennent également de Russie, notamment de la région industrielle de Norilsk, tandis que des quantités plus modestes sont extraites au Canada et aux États-Unis. Le procédé d'obtention de l'iridium est complexe et comporte de nombreuses étapes. Après l'extraction du minerai, celui-ci est enrichi pour en extraire un concentré de métaux du groupe du platine. Ce concentré subit ensuite une série d'opérations chimiques au cours desquelles le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium et d'autres éléments sont progressivement séparés. L'iridium reste généralement dans les résidus les plus stables et insolubles, ce qui souligne une fois de plus son exceptionnelle inertie chimique. Ce n'est qu'après une purification complexe qu'on l'obtient sous forme de poudre ou de métal compact. Ainsi, l'iridium est un métal d'origine cosmique, presque entièrement enfoui dans les profondeurs de la planète et accessible à l'homme uniquement grâce à une combinaison rare de processus géologiques et de technologies complexes. C'est pourquoi chaque gramme d'iridium est le fruit d'un immense voyage, des entrailles de la Terre et du cosmos jusqu'aux productions de haute technologie du monde moderne. Chaque année,
Des centaines de milliers de tonnes d'un métal sont produites dans le monde. Un métal qui ne brille jamais dans les vitrines et ne devient jamais symbole de luxe. Pourtant, sans lui, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Quel est donc ce matériau qui se cache à 2 km de profondeur, résiste à la température de la surface du Soleil et rend l'acier pratiquement indestructible? Pourquoi, pour quelques kilos de ce métal, transforme-t-on des tonnes de roches? Et pourquoi les nations investissent-elles des milliards de dollars dans des mines et des fours dignes de l'enfer? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours du molybdène, du désert stérile jusqu'au cœur des réacteurs d'avion. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet élément presque invisible contrôle la puissance de toute notre civilisation. Le molybdène n'existe pas à l'état pur. Il se cache profondément dans la croûte terrestre, généralement associée au cuivre. Son extraction représente un défi que seuls quelques pays leaders peuvent relever. Le plus grand acteur sur ce marché est le Chili. C'est là, au cœur du désert aride d'Atacama, à plus de 2700 mètres d'altitude, que se trouve le légendaire gisement de Chuquicamata. Cette carrière gigantesque mesure près de 4 km de diamètre et 800 mètres de profondeur. Ici, le molybdène est extrait comme un précieux bonus du cuivre. Imaginez l'ampleur. Pour chaque tonne de minerai de cuivre, les métallurgistes n'obtiennent qu'environ 20 kg de concentré de molybdène. Pourtant, grâce aux volumes colossaux traités, le Chili assure près d'un tiers de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce au gisement de Climax dans le Colorado. Cette véritable merveille géologique est exploitée depuis plus d'un siècle. La Chine et le Pérou accroissent également leur capacité, creusant des mines souterraines profondes et investissant des milliards de dollars dans l'automatisation pour extraire le métal depuis 2 km de profondeur. Le parcours du molybdène, d'un morceau de roche brute à un lingot étincelant, est un processus rigoureux et assourdissant. D'abord, d'immenses excavateurs chargent la roche dans des concasseurs qui, dans un fracas inouï, brisent la pierre en fragments de la taille d'un poing. Ces éclats passent ensuite dans des broyeurs géants, des tambours d'acier de 9 mètres de long, remplis de lourdes billes métalliques. En tournant, les broyeurs transforment la pierre en une poudre extrêmement fine. L'étape suivante tient de la magie. C'est la flottation. On mélange la poudre avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans des cuves où l'on insuffle de l'air. Les bulles capturent les particules de molybdène et les portent à la surface sous forme d'une épaisse mousse grise, que l'on retire ensuite à l'aide de racloirs. Le concentré obtenu est séché dans des fours, donnant une poudre jaunâtre, le trioxyde de molybdène. Pour fondre le molybdène, on utilise des fours à arc électrique géants. Ce sont des structures massives à l'intérieur desquelles règne une atmosphère d'enfer incandescent. L'élément clé ici, ce sont les électrodes en graphite, des colonnes de carbone d'1 mètre d'épaisseur qui s'enfoncent dans la charge. Lorsqu'on y applique une tension colossale, un arc électrique aveuglant jaillit entre l'électrode et le métal. La température à l'épicentre de cet arc atteint près de 6000 degrés Celsius, une chaleur comparable seulement à celle qui règne à la surface du Soleil. Dans ce chaos de feu, au milieu du grondement incessant des décharges électriques et des nuages d'étincelles incandescentes, s'accomplit un mystère métallurgique. L'oxyde de molybdène se mêle au fer et, sous l'action du plasma, ils fusionnent en un bain monolithique. Le spectacle est fascinant. Le métal liquide bouillonne comme la lave au cœur d'un volcan, et même les lunettes de protection les plus sombres des aciéristes ne suffisent pas à atténuer son éclat. Mais obtenir la fonte n'est que la moitié du chemin. L'étape suivante, le raffinage. Pour que l'acier futur soit irréprochable, l'alliage obtenu doit être débarrassé des moindres impuretés et des gaz susceptibles de le fragiliser. Pour ce faire, le ferromolybdène en fusion est traversé par un flux d'argon.
Ce gaz inerte circule à travers la masse métallique en millions de bulles, emportant littéralement vers la surface tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une pureté du produit tout à fait remarquable, 99,5%. À la sortie, on obtient un matériau d'une pureté parfaite, prêt à devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fois le raffinage achevé, le liquide argenté, presque blanc sous l'effet de la chaleur, est coulé dans des moules spéciaux. Après refroidissement, ils se transforment en briquettes lourdes et résistantes. Chaque briquette est un véritable trésor. Ce n'est pas simplement du métal, c'est l'énergie accumulée de milliers de kilowattheures et le travail de nombreux spécialistes. Ces briquettes sont emballées dans des fûts robustes et partent pour un long voyage aux quatre coins du monde, vers les plus grandes aciéries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Dans les aciéries, ces briquettes attendent leur mission finale. Dans les gigantesques convertisseurs où bouillonnent 200 tonnes de fonte en fusion, le ferromolybdène devient cet ingrédient secret. Dès que la briquette froide touche le métal liquide, elle se dissout instantanément, créant des liaisons carbure particulières au niveau moléculaire. Le molybdène agit comme une colle invisible et dans le même temps comme une armure. Il rend la structure de l'acier parfaitement homogène. Grâce au molybdène, l'acier acquiert une propriété unique. Il ne se fissure pas sous pression critique et ne ramollit pas lors de surchauffe. C'est précisément pour cette raison qu'on l'utilise dans la fabrication des aubes de turbines, des avions à réaction, qui fonctionnent dans la fournaise infernale du moteur, ou pour les trépans qui mordent dans la roche dure à des milliers de mètres de profondeur. Sans cet alliage, l'industrie pétrolière moderne, les vols spatiaux et même l'artillerie lourde seraient impossibles. L'ensemble de ce processus dure environ 1 an et demi. La production mondiale de molybdène se maintient à un niveau stable de 280 à 329 000 tonnes par an, avec une croissance prévue jusqu'à 350 000 tonnes d'ici 2030 en raison de la demande pour les technologies vertes. Le Chili est en tête avec 28 à 32%, suivi de la Chine avec 22 à 25%, soit environ 75 000 tonnes. Les États-Unis en extraient de 14 à 16%, ce qui représente environ 45 000 tonnes. Le Pérou détient de 9 à 11%. Le molybdène est plus résistant que le titane dans les alliages et supporte une température de fusion de 2623 degrés. Mais saviez-vous que le tungstène fait encore mieux ? Dites-nous si vous souhaitez une vidéo sur ce métal. Le nom molybdène vient du mot grec ancien molybdos, qui signifie plomb. Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à remarquer cet étrange minerai noir, qui ressemblait au plomb par son poids et son éclat, mais qui ne fondait pas comme un métal et ne convenait pas pour fabriquer des outils. Ils le confondaient avec le graphite. Les deux minéraux ont un éclat argenté, une structure feuilletée et une texture tendre, laissant une trace noire sur le papier ou la pierre. Les Grecs utilisaient la molybdénite comme minerai de plomb pour les peintures ou les onguents, mais ne reconnurent pas le métal. La première étude scientifique eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le Suédois Johan Gmelin décrivit la molybdéna comme une substance distincte. En 1778, Carl Wilhelm Scheele extrait l'acide molybdique et en 1781, Peter Yelm obtient le métal pur en fondant l'oxyde avec du charbon. La confusion avec le graphite persista. Le minerai fut même appelé graphite de molybdène. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le molybdène fut reconnu comme essentiel pour l'acier. Henri Bessemer l'ajouta dans ses convertisseurs pour la résistance.
Chaque année, on crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace. Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde? Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores, la glaçure vitreuse étincelle comme un diamant. Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans, les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi, cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur. Dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs. Densité 2,5 g par cm3, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets par balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius. Aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique. Conductivité thermique 2 fois moindre. Oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps. La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier.
Le secret réside dans la transition de phase. Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs. Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine, 70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre d'oron. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bord, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies. Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure, mais le Kevlar absorbe l'énergie, le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Xokralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion. Chaque année, des milliers de tonnes de chaînes d'ancrage sont fabriquées dans le monde. Ces géants d'acier dont dépend littéralement le destin des supertankers et porte-avions. Mais que diriez-vous si je vous affirmais qu'un seul maillon de cette chaîne peut peser plus lourd que 3 adultes réunis et résister à des charges de milliers de tonnes en pleine tempête? Pourquoi les navires modernes nécessitent-ils des chaînes 3 fois plus imposantes qu'à l'époque du Titanic? Et quels minuscules détails à l'intérieur du maillon déterminent si le navire restera à l'ancre
ou dérivera en pleine mer. La plupart des gens ne remarquent jamais cet élément. Pourtant, c'est lui qui sauve la flotte dans les pires moments. Restez avec nous et vous découvrirez un fait sur ces chaînes qui transformera complètement votre vision de la sécurité maritime. Les chaînes d'ancrage des supertankers et porte-avions modernes impressionnent par leur dimension. Le poids d'un seul maillon peut atteindre 250 kg, environ le poids de 3 hommes adultes réunis. À titre de comparaison, le légendaire Titanic, qui appareilla pour son unique voyage en 1912, possédait des chaînes dont les maillons pesaient environ 80 kg. En un siècle, la taille des navires et de leur système d'ancrage a triplé. C'est une réponse aux nouveaux défis. Les pétroliers modernes atteignent 400 mètres de long et pèsent des centaines de milliers de tonnes à pleine charge. Les porte-avions de classe Nimitz pèsent près de 100 000 tonnes. Maintenir de tels géants en place exige des chaînes d'une résistance hors du commun. La fabrication d'une chaîne d'ancre est un art à part entière, qui conjugue le feu, la force et la précision. Le processus débute avec une barre d'acier chauffé à blanc d'environ 160 mm de diamètre pour les plus grands navires. Cette barre est portée au four à une température de 1300 degrés Celsius, jusqu'à ce que le métal devienne rouge vif et malléable. Lorsque l'acier atteint la température requise, le façonnage commence. Des machines hydrauliques ou pneumatiques spéciales saisissent la barre incandescente et la cintrent en ovale. Ce n'est pas un processus rapide. Chaque mouvement doit être maîtrisé pour que le métal ne se fissure pas et conserve sa structure interne. Les maîtres le savent. Cintrer trop vite et la barre se brise, trop lentement et elle refroidit, devenant fragile. Lorsque l'ovale est formé, ses extrémités restent ouvertes. C'est un moment critique. Le maillon chauffé est glissé à travers un maillon déjà achevé et fermé de la chaîne. On crée ainsi une liaison indissoluble. Chaque maillon passe physiquement à travers le suivant, comme les anneaux d'une cotte de mailles ancienne. Vient alors l'étape la plus délicate, refermer le maillon sans compromettre sa résistance. Plusieurs technologies existent. La traditionnelle, le forgage par résistance électrique, soude les deux extrémités sous une pression considérable. La plus moderne, le soudage par étincelage, chauffe les extrémités par une puissante décharge électrique jusqu'au point de fusion, puis les assemble instantanément sous une pression de plusieurs tonnes. Le point de jonction est le maillon le plus vulnérable de la chaîne. C'est là que l'acier a subi les contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes. C'est pourquoi, après le soudage, le maillon est à nouveau chauffé et forgé sous un puissant marteau pesant plusieurs tonnes. Chaque coup de marteau compacte le métal, uniformise sa structure, élimine les micropores invisibles qui pourraient devenir des points de rupture futurs. Le processus rappelle la façon dont les forgerons médiévaux martelèrent leurs lames d'épées à maintes reprises, à ceci près que l'échelle est tout autre. Le marteau tombe d'une hauteur de plusieurs mètres, créant un impact de plusieurs dizaines de tonnes. L'acier incandescent étincelle sous les coups, acquérant progressivement une densité et une forme parfaite. Après le forgeage, l'ensemble de la chaîne subit un traitement thermique, une chauffe et un refroidissement contrôlé, qui confèrent à l'acier une combinaison optimale de dureté et de résilience. C'est un processus délicat.
Si le refroidissement est trop rapide, l'acier devient cassant et risque de se fissurer sous charge. S'il est trop lent, il sera mou et se déformera. Les chaînes forgées possèdent un avantage unique sur celles moulées ou fabriquées par d'autres méthodes. Lorsque l'acier se déforme sous pression, sa structure cristalline s'aligne le long des lignes de contrainte, créant une texture fibreuse, semblable aux fibres du bois. Cette orientation rend le métal forgé nettement plus résistant dans la direction où il subira la charge principale en service. Aucune chaîne ne part à bord sans avoir subi des essais rigoureux. D'abord, l'inspection visuelle. Chaque maillon est examiné pour déceler fissures, irrégularités, défauts de soudure. Ensuite, le balayage par ultrasons révèle les porosités internes et les micro-fissures invisibles à l'œil nu. Les rayons X contrôlent la qualité des assemblages soudés. Mais l'épreuve la plus décisive reste le test mécanique. Des sections de chaîne sont fixées dans des bancs d'essai hydrauliques et soumises à une charge dépassant de 1,5 fois à 2 fois la charge de service. Si la chaîne résiste sans déformation, elle est validée. Si un seul maillon manifeste une faiblesse, toute la section repart en refonte. Pour les plus grandes chaînes, ces essais atteignent des proportions impressionnantes. Imaginez une machine tirant une chaîne avec une force de plusieurs centaines de tonnes. C'est comme suspendre des dizaines de poids lourds à un seul maillon. Le métal gémit, s'étire, mais ne doit jamais céder. Les plus grandes chaînes d'ancrage ont un diamètre de tige compris entre 150 et 170 mm. C'est plus épais qu'un bras humain. Chaque maillon mesure environ 1 mètre de long et son poids, comme nous l'avons déjà mentionné, peut atteindre 250 kg. Pourquoi de telles dimensions? La réponse est simple, la résistance. Une seule chaîne de porte-avions doit supporter une charge de milliers de tonnes. Ce n'est pas une exagération. Lorsqu'un navire de 100 000 tonnes mouille par gros temps, la force du vent et des vagues génère d'énormes contraintes dynamiques. La chaîne ne doit pas simplement retenir le navire, elle doit absorber ces chocs, s'étirer et se comprimer, fonctionnant comme un énorme amortisseur. La longueur de la chaîne est tout aussi cruciale. Pour les grands navires, elle peut atteindre des centaines de mètres. Un porte-avions américain de classe Nimitz possède des chaînes de 120 mm de calibre, et chaque maillon pèse 163 kg. La longueur totale de chaîne à bord peut dépasser 500 mètres. Et le poids total de toutes les chaînes, plus de 200 tonnes. Si l'on examine attentivement les chaînes d'ancrage professionnelles, on remarque un détail intéressant. À l'intérieur de chaque maillon se trouve une entretoise transversale, le stud. Ce petit élément, en apparence, joue un rôle considérable. L'entretoise empêche les maillons de se déformer sous la charge, de se tordre ou de se replier en accordéon. Sans entretoise, la chaîne soumise à une forte pression risquerait de se déformer. Les maillons s'emboîteraient les uns dans les autres et toute la structure perdrait sa résistance. L'entretoise est soudée ou forgée à l'intérieur du maillon lors de sa fabrication et devient partie intégrante de celui-ci. Pour les plus grands maillons, cette entretoise peut peser à elle seule entre 20 et 30 kg. Créer la chaîne n'est que la moitié du travail. Il faut encore la protéger contre l'ennemi principal de toutes les structures métalliques en mer, la corrosion. L'eau salée, particulièrement sous les tropiques, est extrêmement agressive. Sans protection, même l'acier le plus résistant commencera à rouiller en quelques mois. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. La chaîne terminée est plongée dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés Celsius. Le zinc recouvre chaque centimètre de surface d'une couche épaisse qui agit comme une anode sacrificielle. Il s'oxyde à la place de l'acier,
protégeant ainsi le métal de base. Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium, un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures. Nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacités modestes. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ un tiers plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane. Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice, et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif. Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie, mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre, car elle repose sur l'extraction de minéraux,
la dolomite et la magnézite. On les extrait dans des carrières ou des mines. On les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie. L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessiter d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine, où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux. Le titane, par exemple, et comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement. Même dans les compléments alimentaires et la médecine, le magnésium joue un rôle vital.
C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress, soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé, prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Toutes les 60 secondes dans le monde, plus de 100 catalyseurs sont volés sur des automobiles. Les criminels ne chassent pas les voitures. Ils s'intéressent au métal à l'intérieur, plus cher que l'or et le platine réunis. Son prix atteignait 2800 $ l'once, et les réserves mondiales pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Le plus étonnant, ce métal est caché dans le pot d'échappement de presque chaque voiture qui passe devant vous en ce moment même. Le palladium, un élément rare dont 80%, est concentré dans seulement 2 pays et qui nous sauve littéralement de l'asphyxie chaque jour. Mais il y a un détail que peu de gens soupçonnent. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez le sombre secret de pourquoi ce métal, sans intérêt apparent, pourrait provoquer une crise mondiale dès demain. Prêts à révéler la vérité sur le palladium? Oubliez les diamants brillants et les montres de luxe. Le vrai buzz et la vraie valeur dans le monde moderne se cachent souvent là où vous vous y attendez le moins. Le palladium, c'est exactement ce genre de MVP de l'ombre. Le truc c'est, si vous avez une voiture, alors c'est presque sûr à 100% qu'elle contient un catalyseur. Et dedans, du palladium. Ce n'est pas juste une petite pièce quelconque, c'est un vrai filtre qui rend l'air que nous respirons plus propre. Quand le moteur brûle de l'essence, il dégage plein de substances nocives. Monoxyde de carbone, oxyde d'azote, hydrocarbures. Si tout cela était simplement relâché dans l'atmosphère, nous respirerions du poison depuis longtemps. C'est là qu'entre en jeu le catalyseur. Le palladium, avec le platine et le rhodium, agit comme catalyseur. Il accélère les réactions chimiques qui transforment ces gaz toxiques en substances moins nocives. Eau, dioxyde de carbone et azote. Autrement dit, il nous sauve littéralement du smog et des pluies acides. Le palladium appartient au groupe des métaux du platine, qui comprend également le platine, le rhodium, le ruthénium, l'osmium et l'iridium. Ces métaux sont rares, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas facilement avec d'autres éléments et ont des propriétés catalytiques uniques. Longtemps, le platine était le roi. Il était utilisé en bijouterie, dans l'industrie et dans ces mêmes catalyseurs. Mais ensuite, il y a eu un plot twist. La demande d'automobiles a commencé à croître, les normes écologiques devenaient de plus en plus strictes et le palladium s'est révélé être une alternative moins chère et plus efficace au platine pour les moteurs essence. Pour les diesels, le platine reste plus performant. Résultat, le prix du palladium a littéralement explosé. Il a dépassé le platine, puis l'or, devenant l'un des métaux les plus chers au monde. En 2020 et 2021, son prix atteignait plus de 2800 $ l'once, ce qui en faisait l'objet d'envie de tous les investisseurs et la cause de la chasse aux catalyseurs pour un gain facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est criminel. Le palladium est une ressource qui est extraite de la Terre. Et il y en a très peu. Selon les estimations d'experts, plus de 80% des réserves mondiales de palladium sont concentrées dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et la Russie.
Imaginez que tous vos produits dérivés préférés ou votre console de jeu ne soient fabriqués que par 2 entreprises au monde. Le moindre problème chez elles, et c'est fini. Pénurie, prix dans l'espace, buzz incontrôlable. C'est pareil avec le palladium. Les événements politiques et économiques dans ces pays peuvent instantanément influencer les livraisons mondiales et le prix du métal. Et le plus important, c'est une ressource non renouvelable. Chaque gramme que nous extrayons est un gramme de moins dans les entrailles de la Terre. Au rythme actuel d'extraction et de consommation, les réserves de palladium pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Ce n'est pas seulement un problème pour l'industrie automobile, c'est un défi global qui force les scientifiques et ingénieurs à chercher des alternatives et de nouvelles solutions. La majorité du palladium, comme nous l'avons déjà établi, se trouve dans 2 endroits sur la planète. Et il n'y traîne pas en pépites séparées, comme l'or ou l'argent. Le palladium est un vrai introverti qui se cache en compagnie de ses frères du groupe des métaux du platine et d'autres métaux, comme le nickel et le cuivre. Il fait partie d'un minerai complexe qu'il faut d'abord trouver, puis très soigneusement déballer. Les géologues étudient pendant des années de vastes zones terrestres, utilisant diverses technologies, du cartographie détaillée et des méthodes géophysiques, séquant avec des appareils spéciaux. Ils radiographient la Terre pour trouver des anomalies, jusqu'au forage d'exploration. Ils cherchent ces fameux corps minéralisés, des zones rocheuses où la concentration de palladium et d'autres métaux précieux est suffisamment élevée pour que leur extraction soit économiquement rentable. Trouvé? Cool. Maintenant commence le plus intéressant. La majorité du palladium est extraite de mines souterraines. Oubliez les images de dessins animés, où les nains creusent avec des petites pioches. Ce sont des constructions d'ingénierie colossale. D'énormes tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, parfois jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. C'est comme construire des villes souterraines entières. Les mineurs, dans un équipement spécial et avec des masques qui protègent de la poussière, travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent de puissantes foreuses pour créer des trous de mine, des orifices dans la roche. Puis ces trous sont remplis d'explosifs. Boum! Après l'explosion contrôlée, la roche se brise et forme de gros morceaux de minerai contenant du palladium. Ces morceaux de roche sont ensuite chargés dans des camions spéciaux ou sur des tapis roulants qui les transportent vers les ascenseurs. Les ascenseurs sont comme des ascenseurs géants qui déplacent des tonnes de minerai des profondeurs de la mine vers la surface. C'est un processus très énergivore et toute cette infrastructure, ventilation, éclairage, transport, nécessite un contrôle et une maintenance constants. Quand le minerai arrive en surface, ce n'est pas encore fini. Il ressemble juste à une pierre ordinaire, et personne ne devinerait même qu'un métal précieux y est caché. Donc, la prochaine étape est l'enrichissement. C'est comme séparer le grain de la paille, mais à l'échelle d'une entreprise industrielle. D'abord, le minerai est broyé. Il passe par des concasseurs, des machines gigantesques qui brisent littéralement les gros morceaux en plus petits. Puis ces morceaux plus petits sont alimentés dans des broyeurs, où à l'aide de boules ou de barres d'acier, ils sont réduits en fine poudre. C'est un vrai spectacle de puissance industrielle. Grondements, vibrations, nuages de poussière. Tout cela crée l'impression que vous vous trouvez sur une station spatiale. Après le broyage, commence le processus le plus complexe et le plus intéressant, la flottation. De grands réservoirs remplis d'eau, à laquelle on ajoute des réactifs chimiques spéciaux, collecteurs et moussants. Ces réactifs ont une propriété étonnante. Ils adhèrent sélectivement aux particules de palladium,
et d'autres métaux du groupe du platine, les rendant hydrophobes, c'est-à-dire repoussant l'eau. Puis, on fait passer de l'air à travers ce mélange, créant des millions de bulles. Les particules de minerais auxquelles les réactifs ont adhéré s'accrochent à ces bulles et remontent à la surface, formant une mousse. Et la roche vide se dépose au fond. Cette mousse est collectée. C'est le concentré qui contient beaucoup plus de palladium que le minerai initial. Mais même ce concentré contient encore plein de choses indésirables. Donc il est envoyé aux usines métallurgiques. Là, le concentré subit un traitement à haute température dans des fours, où les métaux fondent, puis ils sont séparés par différentes méthodes, par exemple par électrolyse ou dissolution chimique, pour séparer les métaux du platine, du nickel et du cuivre. C'est une ingénierie chimique très complexe qui permet d'obtenir un mélange de métaux du groupe du platine.